Ok, Très bien. ben, Vas-y. bon retour à tout le monde après cette petite pause de café. Alors, je suis ton accueil, Thomas Planck. Alors, Thomas Planck est directeur opérationnel et créatif d'Ikigai, une initiative française visant à la production mutualisée de jeux pour l'enseignement dans une démarche de service public et d'intérêt général. Et là, précisément, travailler dans l'industrie du jeu vidéo à des postes variés, game level, narrative design, test, production, sur des jeux action-aventure, et même dormi, Game of Thrones, I Am Live, Final Fantasy, ou indépendant, Winter Voices. Il enseigne le game design et des enjeux sociaux du jeu vidéo en école spécialisée et université. Et est par ailleurs co-fondateur de l'association Game Impact, qui vise à sensibiliser l'industrie à ces enjeux. On t'écoute. Eh bien, merci beaucoup. Alors, est-ce que je peux partager mon écran? Ce Ouais, qui, vraiment, tu hop peux. là, devrait s'afficher. Ouais, on voit la slide. On voit bien. Au top. Eh ben, on peut se lancer du coup. Eh ben, merci beaucoup et puis enchanté d'être parmi vous. Donc ouais, la proposition que je vous fais, c'est de présenter donc l'initiative Ikigai, qui un modèle de production et distribution de jeux vidéo et d'autres types de jeux d'ailleurs, qui a la particularité d'être à but non lucratif et voilà, de vouloir servir l'intérêt général. Donc dans le cadre de ce colloque, ça semblait peut-être intéressant de faire ce retour d'expérience. Du coup, pour présenter rapidement la proposition, c'est vraiment voilà, c'est pas une étude, c'est plus un retour d'expérience sur une initiative existante, dont le modèle économique se situe justement un peu en marge du système capitaliste. Et donc c'est pour ça qu'on la propose dans le cadre de ce colloque. Et une initiative qui en plus se paie le luxe de parvenir plutôt bien à fonctionner. Donc il y a peut-être des enseignements intéressants ou des réflexions à en tirer. Du coup, j'ai pas à me présenter vu que Elisa l'a fait parfaitement. Et donc, on va voir, pour voir un petit peu de quoi on va parler, je vais présenter rapidement l'initiative de manière générale, et puis après aller un peu plus dans son historique, creuser le modèle économique, ce qui sera probablement la partie la plus concrète, et puis aussi évoquer les questions, les difficultés, les limites que peut poser une initiative de ce type. Donc pour présenter de manière générale, ça va, on m'entend bien, ouais, niveau son, de Si votre tu peux côté? parler un peu plus fort ou Ouais, ajuster ton volume, ça serait ouais. Alors, je vais essayer d'ajuster le volume pour voir si je peux mettre plus fort. Euh, Hop, voilà, j'ai monté le micro à fond, Parfait, merci. c'est mieux, fantastique. au Vas-y. top. Merci à vous. Ouais, donc en gros, l'initiative d'Ikigai, l'objectif, c'est vraiment de constituer un service public du jeu vidéo pour l'enseignement, la médiation et la sensibilisation à divers enjeux sociaux. Donc quand je dis service public, c'est au sens de accessible par tous et toutes, de manière gratuite, et qui remplit une mission d'utilité sociale, donc un truc qui est nécessaire à la société. Et c'est pas vraiment un service public, puisque on pourrait peut-être dire que c'est plutôt une initiative d'intérêt général, puisque c'est pas quelque chose qui est géré par le gouvernement. La structure, c'est une association de loi 1901, donc en France, voilà la loi qui gère les associations. Donc voilà, une association à but non lucratif et qui s'appelle Games for Citizens, donc qui gère ce projet Ikigai et qui fédère un consortium d'environ aujourd'hui une quarantaine de structures membres, avant tout des universités. Le projet il est né dans le monde de l'enseignement supérieur et voilà, mais aussi des grandes écoles, des laboratoires, des associations, des collectivités territoriales. C'est assez ouvert en termes de type de structure. Euh, et l'équipe aujourd'hui est composée d'une douzaine de personnes qui sont globalement des développeurs, développeuses au sens large, hein. Il y a tous les métiers, game designer, programmation, graphisme, etc. Donc de jeux vidéo et de services web. Et l'objectif de cette initiative, c'est de proposer, on pourrait, en faisant une comparaison pour faire court, une sorte de Steam du jeu éducatif. Donc il y a d'une part un portail web, dont il y a une petite illustration là sur la slide, donc un site web où on peut aller télécharger des jeux. Donc voilà, il y a tout un côté développement de jeux vidéo dans l'initiative. Donc des jeux qui vont servir à l'enseignement et à la médiation. Et il y a aussi tout un ensemble d'outils associés qui vont permettre, par exemple, de personnaliser le contenu des jeux, notamment, et de collecter des données d'utilisation qui pourront ensuite être utilisées pour la recherche en Game Studies notamment, et le suivi des étudiants dans leur utilisation des jeux.
Et l'initiative, elle se caractérise par un modèle économique qui est assez particulier, qui vise la collaboration et la gratuité. Donc tous les jeux sont disponibles de manière gratuite, à minima pour une utilisation non lucrative. J'y reviendrai, c'est assez différent pour des structures qui voudraient l'utiliser de manière lucrative. Tout ce qui est développé au sein de l'association est mutualisé. Donc tous les jeux, le partage du code des jeux et des outils euh, permet du coup de mutualiser tout ce qui est produit et ça c'est quelque chose d'assez clé dans ce modèle, on va y revenir. Il y a un lien assez fort avec la recherche publique puisque les données d'utilisation sont à disposition des laboratoires pour pouvoir mieux comprendre comment les jeux sont utilisés, comment ils marchent ou ne marchent pas pour l'enseignement. Euh, et puis il y a un aspect collaboratif assez fort où l'idée c'est vraiment de mettre euh, toutes les structures qui ont un intérêt commun autour d'un même projet. Hop là. Donc j'espère que voilà, la proposition globale se comprend bien. Pour expliquer rapidement le parcours qu'a eu ce projet, il a été fondé en 2017 à Sorbonne Université, donc qui est une assez grande université parisienne, grâce à un financement IDEX, donc des financements gouvernementaux alloués aux universités pour développer des initiatives diverses et variées. Et à l'origine du projet, donc c'était un enseignant chercheur un professeur en physique à Sorbonne Université qui s'appelle Bertrand Laforge, qui est aujourd'hui président de l'association et qui continue à mener le projet, qui souhaitait mettre au service des étudiants les avantages des simulations, notamment en physique, donc tout ce qui est manipulation de système, avoir des retours immédiats sur ce que l'étudiant a fait, etc. Et qui sont des choses qui marchent assez bien pour comprendre tout un tas de systèmes, mais l'objectif c'était de les rendre plus attractives par la ludification. Et donc on s'est rencontrés, moi-même je travaillais déjà à Sorbonne Université, parce que je coordonnais la production d'un jeu pour les bibliothèques de Sorbonne Université. Euh, et donc moi j'ai pris la direction opérationnelle de ce projet. Et si je parle de ça, c'est que pour illustrer qu'il y a un ensemble de compétences assez différentes qui sont nécessaires pour permettre à ce genre de projet d'exister, puisqu'il y avait la nécessité d'une part de compétences fortes en enseignement, en analyse de données, et donc qui vient plutôt du côté universitaire, et des compétences en gestion de production de jeux que j'ai plutôt apporté, qui étaient nécessaires à ce que l'initiative fonctionne. Ensuite, donc voilà, le projet se lance. Il y a eu assez rapidement une préfiguration de l'aspect collectif qui s'est mise en place dès 2018 avec la candidature à un gros appel à projet. Donc en France, l'appel à projet PIA3, c'est les plans d'investissement d'avenir avec le gouvernement français qui met pas mal d'argent pour des initiatives au niveau de la formation et où on a contacté une trentaine de structures que cet aspect de portail de jeux éducatifs pouvait intéresser pour candidater collectivement à cet appel à projet. Qu'on n'a pas eu au final, on n'a pas été lauréat, mais ça a permis déjà de dessiner des premiers liens et un début de collaboration. En 2019, après pas mal de développement, le portail web et deux premiers jeux en version bêta sont sortis, donc un peu un proof of concept de l'initiative. Et c'est là qu'on est allé voir le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en leur disant, bon voilà, il y a cette initiative qui est en train de se produire. C'est quelque chose, j'y reviendrai, où on voit bien que ça peut servir d'une part à bien au-delà que Sorbonne Université et qui d'autre part est trop coûteuse pour être portée par un seul établissement. Et donc, voilà, cette initiative qui veut devenir une sorte de service public à l'échelle nationale. Et donc, vous, État stratège, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous intéresse? Et donc, le ministère de l'Enseignement supérieur a audité le projet, l'a trouvé intéressant et d'une part a apporté des financements complémentaires et a conseillé de se structurer justement en consortium pour passer à l'échelle nationale. Ce qu'on a fait en 2020, puisque en 2020, avec la crise sanitaire, le Covid, tout ça, le Sorbonne Université, qui continuait à héberger le projet, n'a plus pu l'héberger. Tous les établissements ont dû se recentrer sur leur mission prioritaire, on va dire. Et donc, pour que le projet ne coule pas, on s'est structuré du coup en association, donc nommée Games for Citizens, et qui a rassemblé les adhésions des structures qu'on avait déjà contactées pour
pour justement constituer vraiment le consortium au sens propre, qui allait porter ce projet sur le long terme. Il y a aussi eu un accompagnement du ministère de l'Éducation nationale, qui est intéressé aussi par cet objectif de service public de porter le jeu dans l'enseignement, pas seulement supérieur, mais aussi secondaire et primaire. Et voilà, le ministère de l'Éducation nationale qui continue à accompagner le projet financièrement et juridiquement, on va dire, jusqu'à aujourd'hui. Donc, le consortium se lance au 1er janvier 2021 et les premiers développements ensemble avec d'autres structures que juste Sorbonne Université commencent et tout un tas de jeux commencent à se développer et on continue à développer des nouveaux outils, etc. Donc c'est là que le consortium vraiment prend son essor et aujourd'hui, 3 ans après, en 2024, on a donc le consortium a sorti à peu près une vingtaine de jeux. Donc c'est quand même pas tout à fait négligeable. Tout un ensemble d'infrastructures qui maintenant fonctionnent à l'échelle nationale et sont à disposition de toutes les universités et structures membres. Ça a plutôt bien marché puisque l'équipe a triplé de taille en 3 ans et la suite s'annonce assez bien puisque l'association participe maintenant à pas mal de projets d'assez grande ampleur en termes qui vont lui permettre de développer plus de jeux, plus d'outils et lui permettre de se consolider pour passer développer sa présence à l'échelle nationale et puis potentiellement passer un jour à l'échelle européenne pour peut-être même proposer un service public du jeu, non plus à l'échelle seulement française, mais européenne et je dirais même francophone. Peut-être qu'on travaillera aussi avec le Québec, ce serait super intéressant. Voilà un peu pour l'initiative globale et son historique. Pour parler maintenant du modèle économique, il y a un enjeu en fait qui est assez fort, qui est de répondre aux problématiques constatées de création de jeux pour l'enseignement. En résumé, en gros, il n'y a aucune structure d'enseignement qui est capable de développer du jeu éducatif, surtout du jeu vidéo, qui est un format cher à produire, à une échelle, on va dire, suffisante, puisque tout ce qui est capable de se passer, c'est parfois des développements de jeux à l'échelle ponctuelle, mais souvent aussi à un niveau de qualité qui est inférieur aux standards qui sont attendus par le public étudiant, qui est joueur et qui attend du coup des jeux forcément qui sont proches des standards de l'industrie, parce que c'est des développements qui sont largement plus chers que les budgets accessibles aux établissements. Et il y a aujourd'hui, ça ne veut pas dire que aucun établissement fait du jeu aujourd'hui, mais les modèles existants qui sont soit de la souscription à des services privés ou du développement sur prestation, restent dans un modèle complètement capitaliste puisque c'est la souscription du public à des structures privées, ou parfois il y a des développements en interne qui sont ponctuels, mais qui là encore parviennent pas à passer à une grande échelle. Et donc l'idée du modèle qui est proposé par Ikigai, c'est justement d'identifier ces problématiques et d'y répondre pour proposer vraiment une sorte de service public de développement et de distribution de jeux. Donc c'est quoi ces principales problématiques et comment le modèle y répond? Premièrement, donc évidemment la plus grande problématique, c'est le fait que le développement de jeux et d'outils sur le long terme, c'est beaucoup trop cher pour une seule structure, et donc c'est là que rentre en jeu tout le modèle de mutualisation avec la possibilité pour, comme tout le code et les assets déjà produits précédemment sont à disposition des prochains projets à produire par les membres, tout établissement du coup peut réutiliser les jeux et les contenus des autres et les jeux déjà existants et des morceaux de jeux qu'il peut réintégrer dans ses propres jeux. Et donc là il y a vraiment une idée de développement, on va dire, de commun, idée qui est assez en vogue aujourd'hui, plutôt que chacun qui fait son truc dans son coin et qui réinvente la roue dans son coin à coût assez fort. Donc voilà, la mutualisation répond un peu à ce problème-là. Une autre problématique qu'on a identifiée, c'est les difficultés de maintenance. Aujourd'hui, ça a ses avantages et ses inconvénients, mais notre société marche beaucoup sur la base de projets. Sauf que le problème, c'est que les projets budgètent rarement la maintenance long terme de ce qu'ils produisent au niveau numérique et donc pas forcément d'ailleurs dans les établissements d'enseignement les personnels qualifiés qui leur permettent de le faire. Et parfois, quand il y a de la sous-traitance, ce qui peut arriver souvent, c'est que l'établissement sous-traite auprès d'une entreprise.
le tissu industriel du jeu vidéo étant fragile, une fois sur deux, l'entreprise elle coule après 2 ans, et puis les sources sont perdues, et voilà. Et donc des jeux qui ont été développés finalement sont globalement plus utilisables après 2-3 ans, alors qu'ils pourraient rester, si on maîtrisait les sources, beaucoup plus longtemps. Et donc là, le rôle de l'association Ikigai, c'est de maintenir, on va dire d'avoir les sources sous la main et de les maintenir, de les mettre à jour avec l'évolution des systèmes d'exploitation pour maintenir les jeux disponibles pendant plutôt 5, 10, 15 ans que de 3 ans, et du coup beaucoup plus rentabiliser les coûts assez importants investis par les établissements. Une troisième problématique qu'on avait identifiée, c'était que les jeux produits dans un but d'enseignement par les établissements d'enseignement étaient souvent de qualité assez inégale par manque on va dire de personnel de l'industrie du jeu, hein, tout simplement, donc de professionnels qui savent ce qu'ils font en interne, et c'est normal, les universités, c'est pas leur boulot de développer du jeu vidéo. Euh, et donc voilà, ça fait des jeux qui sont pas forcément d'une qualité qui est celle qui est attendue par les étudiants. Et donc là, évidemment, la piste de solution qui est proposée par Ikigai, c'est d'héberger une équipe pérenne qui dégage pas à la fin d'un projet, ce qui est le cas assez classique là encore avec ce fonctionnement par projet qui est assez endémique dans notre société, et qui du coup sait accompagner les universités pour proposer des jeux exigeants en termes de gameplay, de graphisme, etc. Et vraiment faire des jeux d'une haute qualité par rapport au budget disponible. Et une autre problématique qu'on avait identifiée, c'était que j'ai peut-être eu l'air d'avoir été un petit peu négatif. Voilà, il y a beaucoup de jeux qui ne sont pas forcément de bons standards de qualité, mais il y a aussi pas mal de jeux qui sont très bien, qui sont développés, mais qui manquent de visibilité et de diffusion. Le modèle typique, c'est bon, le jeu il est disponible au fin fond du site de l'université qui l'a développé. Bon, en fait, personne ne voit, et si je suis enseignant, eh bien, je ne sais pas trouver sur tous les sites des universités les quelques jeux qui peuvent correspondre à mes besoins. Et donc là, d'où la proposition d'un portail centralisé qui est bien identifié par l'ensemble de la communauté enseignante et où les gens savent où aller trouver des jeux de qualité. Et portail qui met à disposition, d'ailleurs pas que des jeux qui sont développés par Ikigai, mais aussi tous les bons jeux éducatifs qu'on a pu trouver et recenser, ce qui est une initiative qui est encore en cours. Et puis voilà, donc globalement, le modèle de développement très fragmenté par projet individuel, où tout le monde refait les choses dans son coin. Euh, voilà, l'idée c'est de répondre avec un écosystème national où les choses sont beaucoup plus euh, gérées de manière beaucoup plus raisonnable, long terme et collaborative. Voilà pour expliciter un peu les principales problématiques et la manière dont le modèle de production il tente d'y répondre. Pour donner quelques éléments sur d'autres éléments sur le modèle économique, comment on arrive à créer un modèle pérenne qui en même temps sert l'intérêt général. Il y a 3 sources de financement principales de la structure, puisque évidemment il faut bien payer les gens qui développent les jeux, et ça a un coût qui est non négligeable. La première source de financement est 10% à peu près du budget annuel, qui est une subvention du ministère de l'Éducation nationale. Il y a 30% des budgets qui viennent des cotisations des établissements membres. En fait, comme c'est une association, les structures qui souhaitent contribuer et bénéficier de toutes ces activités versent une cotisation d'adhésion. Il y a des cercles de membres assez différenciés, avec des cotisations et des possibilités assez différentes pour coller aux besoins et aux possibilités de chacun. Évidemment, la petite association de quartier qui aimerait utiliser un jeu pour de la médiation, n'a pas du tout les mêmes moyens que la grosse université qui a 50 000 étudiants. Donc voilà, l'idée c'est de faire un modèle qui permet à tout le monde de participer. Ce à quoi ouvre l'adhésion, c'est l'accès aux éditeurs de contenu pour pouvoir créer ses propres contenus au sein des jeux, aux données d'utilisation qui permet du coup de faire de la recherche, et à l'ensemble, comme je le disais, des sources de ce qui a déjà été développé. L'objectif de ce modèle-là, c'est à la fois de permettre que les jeux soient gratuitement accessibles pour les publics, et en même temps que les structures qui ont un intérêt à participer et qui en ont les moyens soient un petit peu, on va dire, obligées de participer en versant une cotisation pour éviter la tragédie des communs où personne ne paye et où l'initiative ne fonctionne pas.
Et enfin, il y a une grosse moitié du budget qui vient des projets spécifiques des membres. Donc, quand une structure souhaite développer un jeu, voilà, on examine ensemble, on budgète, on va à un appel à projet et les fonds sont reversés à l'association qui peut du coup développer le projet. L'idée, c'est de fonctionner, de sortir du modèle de la prestation, mais plutôt d'être sur du partenariat, puisque le modèle de la prestation, là encore, c'est quelque chose qui est assez problématique, qui est souvent très coûteux et pas pérenne, et qui est un des problèmes justement de ce mode de fonctionnement capitaliste, et plutôt, là encore, voilà, de fonctionner collectivement, donc de dépasser l'intérêt propre de chaque structure qui veut juste faire son jeu, mais plutôt d'inscrire chaque projet dans un écosystème national où le jeu est disponible pour tous les autres, le jeu développé, voilà, qui est disponible pour tous les autres structures, pour vraiment le faire rayonner. Euh, il y a aussi la notion de les données d'utilisation de chaque jeu sont disponibles pour toutes les autres et donc permettent d'alimenter des bases de données pour la recherche qui vont être à l'échelle nationale et donc assez importantes. Et donc ce qui est un enjeu assez important pour la recherche et l'enseignement par le numérique et pour les game studies. Euh, Comme je le disais, voilà, il y a l'obligation quand l'association développe un jeu avec un partenaire, une obligation, c'est que les sources soient partagées au niveau du réseau, là encore pour permettre de servir les intérêts de l'ensemble des membres et donc de mettre à disposition le jeu gratuitement pour un usage non lucratif. Tout en permettant à chaque structure d'être autonome dans ce qu'elle souhaite faire, c'est-à-dire que une fois qu'elle a mis à disposition le jeu sur le portail Ikigai, derrière, elle peut faire du jeu qu'elle a co-développé ce qu'elle veut, le distribuer comme elle veut, utiliser comme elle le souhaite, évidemment, pour pas non plus être dans un modèle qui est complètement, on va dire, centralisé et dirigiste. L'idée est plutôt d'autonomiser les différentes structures dans leurs capacités. Voilà. Il y a donc tout ça c'est bien joli, mais ça pose aussi voilà toutes ces notions de partage, mais il faut aussi partager de manière raisonnée. Une question qui se pose, c'est quid de l'utilisation des jeux pour des domaines lucratifs? Typiquement, voilà, qu'est-ce qui se passe si des entreprises ou des structures de formation continue qui brassent beaucoup d'argent hein, s'emparent des jeux pour leurs propres services? Là, on aurait à ce moment-là une utilisation de tout ce qui a été produit à coût important par le domaine public, voilà, qui serait utilisé par le privé sans que le public en voit son intérêt, ce qui est quelque chose malheureusement d'assez classique. Et donc là, le modèle qu'on propose par rapport à ça, c'est que l'association est actionnaire, a cofondé une SAS, donc une société, j'oublie ce que ça veut dire comme acronyme, bref, une société à but lucratif classique, qui va, elle, donc cette société va licencier l'exploitation des jeux de manière payante auprès des organismes lucratifs et du coup générer des bénéfices. Et ces bénéfices, derrière, ils vont être reversés aux structures co-développeuses des jeux qui sont utilisés par l'organisme lucratif, au prorata de la part de propriété intellectuelle de chacune, selon ce qu'elle a apporté dans le développement du jeu. Et donc ça, c'est un modèle qui permet finalement à la fois de s'inscrire dans les dynamiques capitalistes qui sont celles du domaine privé, mais dans l'intérêt du service public, puisque le service public, à moyen terme, après avoir développé des jeux, voit son intérêt dans ce développement, puisque il en retire des bénéfices. Et donc ça permet de pérenniser l'initiative et de développer par la suite des nouveaux projets. Ça me semble être Thomas, quelque chose. Ouais. sur le temps, il faudrait conclure en à peu près 1 minute 60, peut-être 90 secondes, s'il vous plaît. Je fais très vite. Du coup, pour lister très rapidement les questions, difficultés et limites que ça peut poser, voilà, il y a évidemment dans ce type d'initiative, il y a tout ce qu'on peut appeler la tragédie des communs. À la fois, il y a l'idée de distribuer tout gratuitement, mais en même temps de travailler avec des acteurs qui ont leurs intérêts propres, et souvent à court terme et qui ont peu de moyens, donc comment équilibrer les deux. C'est aussi des montages qui sont relativement complexes à comprendre pour les établissements, donc il y a tout un temps d'acculturation. Il y a aussi le fait que l'autonomie financière est quelque chose d'assez difficile à trouver parce que comme finalement c'est un type d'initiative qui est un peu à mi-chemin entre du public et du privé, c'est assez rare d'avoir des financements qui s'adressent à cette espèce de no man's land entre les deux. Les structures avec lesquelles on travaille sont aussi assez
typiquement universités, etc., sont pas forcément très connaisseuses du domaine et du coût que peut représenter le développement de jeux. Donc il y a un vrai besoin de les faire monter en compétences et d'intensifier la mutualisation. Euh, il y a aussi comme autre difficulté le fait de pérenniser une équipe compétente alors qu'on a des moyens qui sont inférieurs à ceux du marché privé. Donc là, c'est fédérer plutôt autour des enjeux politiques du projet, ramener des personnes qui sont engagées et qui souhaitent porter le projet, et puis augmenter les financements en augmentant la diffusion du projet. Il y a aussi comme enjeu garantir l'éthique de service public au fur et à mesure que le projet grandit. Donc là, il y a un conseil scientifique dans l'association qui examine chaque projet et la majorité des sièges du conseil d'administration sont réservés à l'enseignement supérieur pour maintenir l'ADN du projet. Et puis, voilà, par la suite, il y aura l'enjeu de l'ouverture au grand public avec la diffusion des jeux sur des canaux de plus en plus grand public comme Steam et donc la nécessité de monter encore en scope de projet. Voilà, et pour conclure, donc, bon, j'espère que ça a pu vous intéresser, voilà, une présentation d'un cas concret, d'un modèle qui vise à mettre le jeu au service de l'intérêt général de manière gratuite et en exploitant en même temps, en faisant des jeux qui ne soient pas au rabais, mais vraiment de qualité proche de celle de l'industrie. Il faut souligner aussi l'enjeu de souveraineté dans ce type de projet, qui est de positionner le secteur public dans l'apprentissage par le jeu avant l'industrie lourde, les GAFAM, qui vont finir par s'emparer de ce sujet avec des enjeux de souveraineté sur les données, sur les financements publics qui se posent assez fortement. Et puis le fait que c'est des modèles qui sont en perpétuelle évolution, puisque c'est assez, il y a besoin d'un temps de maturation assez fort pour arriver à le faire arriver vraiment à quelque chose d'efficace sur le long terme. Voilà, j'ai essayé de faire court pour la conclusion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour votre présentation. Julien, merci. Allô. Concernant l'enjeu important de roulement dans l'industrie, je pense que vous êtes pas mal alloué avec l'académique. On s'entend que ça bouge aussi pas mal dans l'académique. Le monde, il reste pas longtemps, ou en tout cas pas assez longtemps pour peut-être développer les compétences que vous cherchez peut-être dans votre organisme. Est-ce que vous avez, dans le fond, à se dire la misère avec votre monde? C'est un peu ça ma question. Alors je suis désolé, le son coupe un petit peu chez vous et du coup j'ai pas entendu toute la question. OK. Considérant l'enjeu de gros roulement dans l'industrie puis dans le monde académique, est-ce que vous avez de la misère à garder votre monde pour développer des compétences générales, justement? Ouais, concernant les enjeux de roulement, l'idée justement c'est que d'avoir une équipe qui soit pérenne, de pas justement fonctionner comme dans l'industrie où c'est un petit peu par projet et puis les gens arrivent, partent et bon il y a aussi une certaine violence là-dedans évidemment. Non, non, là l'idée c'est plutôt d'avoir une petite équipe qui est pérenne et quelque chose qui nous aide beaucoup là-dedans, c'est le fait de travailler avec pas mal d'acteurs et qui du coup, il y a pas mal de projets différents qui viennent et du coup, quand on boucle un projet, on sait qu'il y en a un autre qui se présente par la suite. Alors ça pose évidemment des problématiques de conflit calendrier parce que quelque part, tout le monde veut avoir son projet pour après-demain, quoi. Donc voilà, il faut arriver à faire comprendre aux gens, oui, il y a des besoins d'attente un petit peu si vous voulez que ce modèle soit pérenne. Euh, et par rapport au roulement dans le monde universitaire, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas complètement simple parce que les interlocuteurs dans un établissement à l'année N ne sont plus forcément les mêmes à l'année N+3 parce que ça peut être des ingénieurs pédagogiques recrutés sur projet, voilà, avec la fin du projet ils sont plus là, ou quand c'est plutôt dans des plus hautes sphères, des élus comme vice-président numérique ou vice-président formation qui aux prochaines élections ne sont plus là. Et donc c'est vrai qu'il y a une notion de maintenir le lien avec les structures qui est pas simple et où pour nous la manière de faire c'est d'organiser régulièrement du contact et des événements entre toutes les structures pour garder le contact avec les nouvelles personnes qui prennent le relais au sein de chaque structure, quoi. Voilà, j'espère que ça répond à peu près à la question.
Oui, merci. Merci beaucoup. Je vais prendre une autre question. Et votre nom, je vous en prie. Ah, est-ce qu'on lit On a une question web, on va ouvrir la bulle et lire à voix haute du tout. Alors, c'est là, ok. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Nous sommes en train de montrer une OBNL pour la création de jeux à portée d'écologie sociale et on se retrouve avec des enjeux similaires. J'ai pris votre nom en note, merci encore. Ah, c'est une question. Ça va comment? Marc, c'est Marc André. Oui, Eh ben, n'hésitez pas, on pourra en reparler. Je mets mon mail là, tiens, dans le chat. Ah non, mince, je l'ai pas mis à tout le monde. Voilà, vous l'aurez. Merci. Tu parles bien. Oui, alors, un des modèles comme alternatif pour la production de jeux qui commence à être exploré dans l'industrie, c'est le modèle de la coopérative de travail. Ici à Montréal, il y a déjà, je crois, 4 coopératives qui ont été formées récemment dans la dernière année. Et je me demandais si vous pouviez parler un peu plus de la gouvernance de cette organisation et comment ça se passe en fait. Qui est sur le board? Est-ce que les gens qui travaillent là ont un mot à dire sur la gouvernance, etc. On n'entend pas super bien. Bon, est-ce que vous avez entendu? J'ai compris à peu près, je crois. Donc, voilà, c'est quoi la gouvernance et comment ça se compare aux organisations type SCOP, enfin ce qu'on appelle les SCOP en France. Mince, qu'est-ce que tu as dit? Ouais, organisation coopérative pour sa le développement de réponse jeux. pourrait être assez rapide, désolé. Oui, bien sûr. On aura pas le temps. Bah, en très gros, il y a, bon, pour faire rapide, il y a deux, on va dire, il y a deux gouvernances. Il y a la gouvernance politique, qui est celle classique d'une association. Il y a un conseil d'administration, et là, il y a globalement un représentant, une représentante par membre, par structure membre, quoi. Donc, il y a un représentant pour l'université machin, un représentant pour l'université truc. Et puis, bah, régulièrement, il y a les réunions du conseil d'administration qui valident un petit peu les grandes orientations. Ok, on voudrait développer ce type de service, ce type de jeu. Bon, très bien. Et après, plus au quotidien, c'est au sein de l'association, de l'équipe opérationnelle, où la gouvernance, bah, il y a, on va dire, un directeur de projet, en ma personne, et avec le président de l'association, bah, qui pilote et priorise les développements au quotidien, bah, selon les besoins qui nous arrivent. On a fait le choix de ne pas avoir une structure qui est horizontale, coopérative, pour deux raisons. C'est que la démocratie, ça prend beaucoup de temps, et sur des projets qui sont quand même dans des contextes économiques adverses, c'est vraiment pas facile de trouver énormément de temps pour se mettre d'accord, et donc on préfère proposer une direction qui se veut respectueuse, engagée pour les droits des personnes, mais où il n'y a pas toute l'équipe qui se réunit 3 jours par semaine, je caricature, hein, mais pour décider de ce qu'on fait, sinon on n'aurait pas du tout pu arriver là où on en est. Et l'autre raison, c'est que c'est aussi un modèle qui est très 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 complexe à mettre en œuvre, et arriver à en faire comprendre tous les tenants et les aboutissants pour prendre des décisions qui soient raisonnées, est quelque chose qui n'est pas simple à partager entre l'ensemble des membres de l'équipe. Et on essaie d'y aller progressivement, et ça va devenir plus facile maintenant que le projet est beaucoup plus pérenne que par le passé. Mais voilà, c'est des choses qui évoluent avec le temps. Et bon, voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.